Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère qui se pose une seule question. Mais où est donc passé Anil ? Marchand de sari à Flac sur l'île Maurice, marié et père de 2 enfants, la vie d'Anil ne contient aucun rebondissement, sauf qu'un jour, Anil disparaît sans laisser de traces. L'île aux poissons venimeux du romancier mauricien Barlène Piamoutou est moins écrite comme un polar que comme un cahier à lignes de fuite. Si la disparition d'Anil signifie quelque chose, confie notre invité, c'est qu'elle ne signifie rien. Avec lui, nous allons quand même tenter d'y débusquer un sens caché. Avec le goût de l'enfance et le Speak French, nous resterons dans l'océan Indien. Anne Bonneau a rencontré à La Réunion un amateur compulsif de beefsteak qui n'arrivait pas à attendre la cuisson pour y goûter. Jean-Marie Chazot a pris sa carte de l'île Maurice pour y relever des noms de lieux aussi francophones que piquants, de Flic en Flac à Cœur-Pipe, en passant par Ripaille et Pamplemousse. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Barlène Piamoutou. Bonjour Dominique Rodrer. Alors ce sont des histoires familiales à l'île Maurice qui font que l'on choisit de prendre plutôt la direction de la France que celle du Royaume-Uni et dans votre cas d'écrire plutôt en français qu'en anglais ? Je suis venu en France en août 1977 en suivant mes parents qui sont des immigrés. Donc ça fait 40 ans, j'ai été au lycée en France, à l'université, j'ai enseigné en France avant de rentrer à Maurice. Donc la langue française m'était pas acquise, mais familière. Et Piamoutou, c'est un nom d'origine indienne, alors sauf à être de Pondichéry, ce qui est peut-être votre cas, est-ce que ça n'est pas plutôt l'anglais qui aurait dû se pratiquer chez vous ? Bien entendu, oui, c'est l'anglais. Moi, je ne viens pas de Pondichéry, mais du Tamil Nadu, en tout cas mes arrière-grands-parents. Oui, ça aurait dû être l'anglais. Et puis quand je vivais à l'île Maurice, j'ai tout appris en anglais. Sciences physiques, mathématiques, etc. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, ma mère a décidé de partir pour la France. Plutôt que l'Angleterre. Plutôt que l'Angleterre, peut-être parce que c'était un peu plus facile pour elle, peut-être parce qu'il y avait sa sœur qui y vivait déjà, mais elle avait une autre sœur qui vivait en Angleterre. Enfin, je suis heureux qu'elle ait choisi la France. Vous ne vous imaginez pas aujourd'hui, si on devait faire une uchronie littéraire, c'est-à-dire réinventer le passé, écrivain anglophone plutôt qu'écrivain francophone ? En tout cas, je lis beaucoup de livres anglophone et j'ai passé 6 mois aux États-Unis où j'ai dû parler en anglais, etc. Je peux dire que je suis bilingue. Comment se répartissent les 3 langues principales entre le créole, l'anglais et le français ? Quelle proportion de la population mauricienne parle quoi et combien est trilingue ? À mon avis, il y a pratiquement tous les jeunes qui ont été à l'école qui sont trilingues. Tout le monde parle le créole. Moi, je parle le créole à tous mes amis de Trou-de-Douce, là où je vis. À l'école, c'est plutôt l'anglais. Dans les journaux, parce que quand les Anglais ont pris possession de l'île Maurice en 1810, ils ont laissé faire, c'est-à-dire que le français pouvait rester, etc. Donc, dans les journaux, c'est le français. Quand je vais à ma banque, je peux faire un chèque en français ou en anglais. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Barlène Piamoutou, Corinne Alexia Dabo va tenter d'en faire le tour express dans un coupé décalé très marqué par les initiales de notre invité. Qui ne connaît pas Barlène Piamoutou ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Eh bien, au commencement de Barlène Piamoutou étaient ses initiales, BP. Pas comme British Petroleum, même si le cerveau de Barlène ne cesse de carburer sur des idées pour son prochain livre. BP comme bibliothèque publique, même si toute son œuvre tient sur un minuscule rayonnage. Ses 3 premiers romans comptent chacun une centaine de pages, et le 4e n'en fait pas 200. Barlène Piamoutou est un écrivain mauricien qui affirme qu'en soi, Maurice n'a rien d'intéressant. Par ses titres, il fait mine de s'en détourner. Mais tout le monde sait que Bénarès se trouve à Maurice comme Paris au Texas, et que là-bas, faire le tour de Babylone signifie sortir du droit chemin. Alors BP ne serait-elle pas les initiales d'un boulevard périphérique qui tournerait toujours autour de l'île Maurice ? Corinne Alexia Dabo faisait allusion au titre de vos romans précédents qui ont l'air de se passer ailleurs, Bénarès, Le Tour de Babylone, mais vous ne vous éloignez jamais de l'île Maurice. Il y a trop de choses à raconter pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de choses à raconter, ça c'est certain. Mais en même temps, il faut aller voir ailleurs. Quand j'écris Le Tour de Babylone, qui se passe en fait en Irak, mais je l'ai écrit en étant à l'île Maurice, mais
il y a une ressemblance entre l'Irak et l'île Maurice. Et pourtant, il y a un Irakien qui était en exil à l'époque en Angleterre qui m'a dit « Mais comment vous avez fait? C'est impeccable. Combien de temps avez-vous vécu en Irak ?» Je dis « J'ai jamais mis le pied. Je travaillais avec une carte et quelques images. » Parce qu'il suffit de dupliquer Maurice pour se retrouver n'importe où ailleurs? À mon avis, oui. Vous aimez les titres fausses pistes. Ce dernier, l'île aux poissons venimeux, fait allusion à un poisson qui existe bel et bien à Maurice, très toxique, le laflabou ou poisson-pierre. Mais ça n'est pas du tout le sujet du roman. Alors pourquoi l'avoir appelé ainsi ? En anglais, on appelle ça un misnomer, c'est-à-dire une erreur d'appellation. Et je me suis inspiré d'un disque de Dizzy Gillespie qui s'appelle For Musicians Only. Et dans la pochette, il explique bien que, bien sûr, ce disque n'est pas que pour les musiciens. Voilà, c'est un misnomer. J'avais envie, comme un délire littéraire, d'appeler cela. Mais en même temps, il y a des légendes qui courent à l'île Maurice parce que l'île était appelée ainsi par les Arabes au 5e siècle, d'Inarobi, qui, dans une des significations, fait référence à l'île aux poissons venimeux. Alors ce poisson, c'est un poison. Celui qui s'instille dans la vie et dans les veines d'Anil, c'est l'ennui ? Oui, je crois que c'est l'ennui, c'est la routine. Et en même temps, il a un moment de fulgurance quand il échappe à la mort. Oui, c'est vraiment l'ennui. Et le passé qui le tourmente un peu. Shehnaz Patel, une autre écrivaine mauricienne que vous connaissez bien, nous parlait de l'enfermement que l'on peut ressentir dans une île. C'est ce qu'éprouvent vos personnages ? Oui, à la fois il y a l'enfermement parce que vous êtes dans une île et la mer peut vous paraître comme des barreaux d'une prison, mais il y a aussi l'ouverture de l'océan. Moi je vis à Trou-de-Douce en face de la mer et quand je regarde la mer, je vois l'océan Indien. Donc c'est les deux à la fois. Anil a tout pour être heureux, un magasin qui marche bien, une femme qui l'aime, des enfants aussi. Rien de tel pour qu'il vous manque quelque chose ? Une femme, un magasin, des enfants, ça ne suffit pas parce que j'ai l'impression que son passé le poursuit d'une certaine manière et il a ce moment de fulgurance où il se sépare avec lui-même et il s'en va. Vos romans sont toujours très brefs, Corinne le soulignait. Vous trouvez qu'au-delà de quelques dizaines de pages, on se disperse ? Par exemple, pour Bénarès qui fait une centaine de pages, je me suis dit mais je ne vais rien ajouter d'autre, tout est dit. Et comme je suis souvent dans le contraire de l'hyperbole, dans l'euphémisme ou dans le understatement, comme disent les Anglais, donc ça me suffit. Le tout dernier invité de l'émission Paris-sur-Mer en 2016 était un écrivain mauricien, Alain Gordon-Gentil, pour son roman « J'attendrai la fin du monde » qui se passe sur l'île il y a un demi-siècle au moment du débat sur l'indépendance. Il était donc question avec lui de l'identité mauricienne. Vous savez, on demande quelquefois à des jeunes pays, parce qu'après tout, c'est un jeune pays, je ne crois pas que 50 ans après 1789, un Français se sentait un Français comme aujourd'hui. Une nation, ça prend du temps, et je crois que nous n'en sommes qu'au début. Il y a des résurgences encore du passé, de temps en temps, on se sent plus indien que mauricien ou chinois que mauricien. Et je trouve, même si quelquefois ça me gêne, mais je trouve que c'est assez normal que ces choses-là, avec les générations, changent tout doucement. Ce ne sont pas des choses qu'on peut changer d'un coup. Le 50e anniversaire de l'île Maurice, c'est l'année prochaine, ça va être important, il va se passer de grandes choses ? À mon avis, non. Pourquoi ? Il y a une chanson engagée dans les années 70 qui disait « Vous parlez d'indépendance, mais de quelle indépendance parlez-vous » donc, Parce qu'il n'y a toujours pas d'indépendance véritable, d'indépendance économique par exemple ? Si, c'est quand même un pays qui a réussi parce qu'on le condamnait, ce pays à la faillite juste après l'indépendance, mais... Grâce au tourisme de luxe notamment ? Oui, grâce au tourisme, au textile à une certaine époque, maintenant aux services financiers, mais ça sent un peu la magouille, donc on ne sait pas trop, quoi. Vous êtes né britannique en 1960, donc quelques années avant l'indépendance. Qu'est-ce qui reste de britannique en vous ? Peut-être le understatement. C'est-à-dire de dire finalement moins, c'est ça, de rester... Alors c'est difficile à traduire, justement.
Oui, oui, je ne trouve pas de mots, mais quelque chose comme ça, et peut-être l'humour britannique un peu froid comme ça, neutre comme ça, je ne sais pas. Dans votre roman L'île aux poissons venimeux, la politique fait une incursion par le biais d'un député plutôt sympathique, homme Prakash. Les élus débonnaires sont rares dans les livres. Ça vous semblait trop facile de porter un regard critique sur le monde politique ? Non, je me suis dit, normalement en écrivant ce livre, j'aurais dû avoir un député corrompu. Peut-être il l'est. Pas bienveillant du tout, malfaisant même, et je me suis dit non, on va changer, parce qu'il arrive de rencontrer des êtres... Des gens bien partout, y compris en politique. Oui. Quand on est quelqu'un en vue comme vous, Barlène Piamoutou, est-ce qu'on n'est pas sollicité pour rentrer en politique ? Oui, on me l'a souvent... On m'a invité à rentrer en politique. Et vous ne vouliez pas ? Non, parce que vous perdez de votre liberté, vous ne créez plus. Et en littérature, vous avez été éditeur, on a entendu Alain Gordon-Gentil, vous mettez un point d'honneur à lire tous les autres auteurs mauriciens ? C'est pas un point d'honneur, c'est une habitude. Je lis pratiquement tout ce qui est publié à Maurice ou ailleurs, venant des écrivains mauriciens. Et Le Clésio, prix Nobel français, mais qui se revendique de l'île Maurice, vous le considérez comme tel, comme un Mauricien, comme un écrivain mauricien ? Une fois, je lui ai posé la question, il y a pas mal d'années, il y a une quinzaine d'années, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas directement sur une histoire mauricienne qui se passerait tout le temps à Maurice ? Il m'a dit, mais je ne suis pas de cette île. Et je dis, par exemple, vous pourriez faire comme V.S. Naipaul, etc. À l'époque, il y a peut-être 15 ans, il m'avait dit non. Mais là, il vient de sortir un livre qui parle de l'île Maurice. Donc, il a changé. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Barlène Piamoutou pour son roman édité par l'Olivier L'île aux poissons venimeux. Cette île, c'est l'île Maurice, où la vie d'un bon commerçant, bon mari et bon père est empoisonnée par la routine d'une existence sans surprise jusqu'à sa disparition mystérieuse. Et tous ceux qui ont connu Anil de près se perdent en conjectures sur ce qu'a pu lui arriver. Avant d'y revenir, nous allons nous rendre dans l'île Sœur, La Réunion. Dominique, pas végane pour dessous, y a livré son goût de l'enfance à Anne Bonneau. À La Réunion, on n'appelait pas ça des steaks, on appelait ça beefsteak. Le beefsteak créole, il y a toujours une macération avant. Et il est préparé la veille, et il macère, il y a un peu d'huile, il y a de la poudre de manioc, du thym, de l'ail, des oignons, tout ça dessus. Et ça reste en macération comme ça. Et après, c'est cuit, mais ça se mangeait bien cuit. Le beefsteak, La Réunion, ne se mange pas saignant. C'était des morceaux de viande, pas forcément de très grande qualité, mais justement la macération servait aussi à ça, à l'attendrir. La viande, après, une fois qu'elle était cuite, elle était super tendre et puis elle était très très bonne. C'était tellement bon que quand j'étais gamin, j'étais un petit peu vorace. Donc, j'allais en douce dans le frigo où était en train de macérer cette viande et je la mangeais même avant qu'elle cuise, tellement elle s'était imprégnée de toutes les saveurs, des épices, tout ça qu'il y avait là-dessus. C'était juste histoire d'avoir la saveur en fait. Je prenais pas un beefsteak entier cru, c'était juste des petits morceaux comme ça que je détachais pour attraper ce goût-là, quoi. Mes parents se répartissaient le marché. Mon père faisait justement la viande, le poisson, tout ça. Et ma mère, c'était les légumes et les fruits. Je l'accompagnais parce que je l'aidais à porter les tentes. On appelait ça les tentes. C'est les sacs tressés en vacois. À l'époque, on appelait ça le grand marché. Et maintenant, le grand marché, ça n'est plus que de la vente d'artisanat, essentiellement malgache. Il y avait toute une atmosphère là-dedans. Et tous les bazardiers, ils connaissaient leurs clients. Et puis c'était des moments d'échange aussi. On se parlait quoi là-dedans. C'était extrêmement vivant. Ça sentait bon. Il y avait plein d'odeurs. Et c'était très coloré. Et voilà, c'était agréable. Moi, j'en garde un bon souvenir de ces séances au marché. La cuisine mauricienne regorge elle aussi de spécialités toutes meilleures les unes que les autres. Laquelle a particulièrement imprégné votre enfance, Barlène Piamoutou ? Peut-être les dol pourris, ce qu'on appelle, ce sont les galettes à l'île Maurice. Qui sont faites de quoi ?
du dol à l'intérieur et puis de la farine, et c'est de couleur jaune. Je dois vous avouer que je ne sais pas ce que c'est que le dol. Le dol pourri, ça ne vous dit rien? Non, non. C'est des grains secs d'origine un peu indienne, je crois. Mais je suis très très nul en cuisine. Je ne fais que manger. Pas... Alors d'ailleurs, les repas ont une certaine importance dans votre roman. Anil disparaît après un déjeuner au restaurant. Il y a aussi une espèce de festin avec l'enquêteur. Est-ce qu'il faut que vos lecteurs aient un peu l'eau à la bouche en vous lisant ? Oui, pas seulement quand il y a des scènes au restaurant, mais oui, il faut susciter cela. Quel est le meilleur moment de la journée pour vous lire ? Je ne peux pas vous dire, mais pour écrire, en ce qui me concerne, c'est le matin, très tôt le matin. Vous êtes encore plein d'énergie, etc. Vous vous levez à quelle heure pour écrire ? 4 heures du matin. 4 heures, et vous écrivez pendant des heures d'affilée ? Enfin, en fait, je me lève très tôt pour avoir comme 2 journées en une. C'est-à-dire, je travaille jusqu'à midi à peu près, je prends une petite pause et après je travaille encore, comme si ma 2e journée commençait. Et très souvent, je prends 2 fois mon petit déjeuner, un à 4h, 4h30 du matin et un autre vers 2h. J'ai l'impression qu'il y a 2 jours en un. Dites-nous tout, Barlène Piamotou, votre disparu, Anil, il s'est volatilisé de sa ville de Flac à Maurice. On ne va pas le retrouver à La Réunion. Non. Peut-être qu'on le retrouvera à Maurice. L'île est trop petite pour se perdre. Maïbou, mon vie pour toi dans les bras. Pareil comment ça dit baba, qui sortit dans ventre sur maman. Maïbou, n'importe qui place qui m'a été. Je connais toujours, je pourrais tourner pour venir dormir côté Olivier. Il faudra qu'il y aille. Mahébour Parzoulou, lui-même natif de cette commune au sud de l'île en 1964. Vous le connaissez, Barlène Piamotou ? Zoulou ? Oui. Oui, il est très connu à l'île Maurice. Et alors, il parle d'une ville donc, qui se trouve au sud. La vie est très différente à Maurice entre le sud et le nord ? À mon avis, oui. Le nord est très touristique avec Grand Bay, etc. Alors que le sud, il n'y a pas des plages exceptionnelles. Donc, c'est une vie très nature dans le sud. Oui, la vie est très différente. Est-ce qu'on peut vivre dans une partie de l'île Maurice sans jamais fréquenter les autres, ce que semble indiquer votre livre ? Oui, tout à fait. Moi, je connais des gens qui habitent au centre de l'île, à Highlands, par exemple, des amis qui m'ont parlé de ça, et qui ne sont jamais sortis de leur village. Ou des gens qui habitent Trou-de-Douce, le village, moi je vis dans l'est de l'île Maurice, qui sont allés à Flac, mais pas plus loin que Flac, qui se trouve à 10 km. Vous faisiez allusion à Grand Bay, c'est là que s'est tenu le sommet de la francophonie, justement, dans les années 90-93, je crois, à l'île Maurice. Il a laissé des traces, il y a eu un certain retentissement autour de cet événement ? Je ne pense pas vraiment, peut-être pour les politiciens, mais au-delà des politiciens, je ne pense pas. Et d'ailleurs, le centre de conférence qui a été construit spécialement pour cet événement vient d'être transformé il y a quelques mois en casino. En casino, oui, c'est tout un programme. Alors, vous nous disiez comment vous travaillez, que vous vous leviez très tôt pour écrire. Est-ce qu'il y a de la musique, puisqu'on vient d'entendre Zoulou, qui rentre en ligne de compte dans votre écriture ? Est-ce que ça se fait, par exemple, sur fond musical ? Non, pas sur fond musical, sauf un disque, clavier bien tempéré de Bach avec Glenn Gould au piano, parce que là, ça ne me dérange absolument pas. Mais tous mes livres... Toujours le même, vous n'écoutez que celui-là ? Oui, que celui-là, quand j'écris. Si j'ai envie de musique, je n'écoute pratiquement que Bach. Et alors, vous remettez toujours le même disque ? Oui, il y a 3 CD, donc je change, etc., etc. Mais normalement, je n'écoute pas de musique en écrivant. Mais pour chaque livre, il y a un titre particulier qui m'inspire. Quand je finis d'écrire, j'écoute ce morceau. Par exemple, pour L'île aux poissons, c'était
un disque de Biréli Lagrène, et le titre du morceau c'est I've Got You Under My Skin, donc ça m'a beaucoup Jeté dans la peau. Ouais. Et plus que dans la peau, c'est sous la peau. Sous la peau, oui, vraiment, c'est profond. C'est profond. L'année dernière, à pareille époque, nous étions à Madagascar pour le congrès de l'Union des journalistes de la presse francophone. Dans une des émissions enregistrées à Antsirabe, l'ancienne ministre de la Communication, Nathalie Rabé, disait ne pas se sentir incomprise du reste du monde francophone en tant que malgache et voyait plutôt le problème ailleurs. Des fois, je me sens incomprise plutôt de mes compatriotes, plus que par le reste du monde. Mais c'est vrai que déjà, pour que nous soyons compris par le reste du monde, il faudrait que nous apprenions à nous comprendre nous-mêmes. Et pour apprendre à nous comprendre nous-mêmes, il faudrait que nous connaissions, que nous allions plus loin au niveau de notre histoire, notre culture, et cela se fait au niveau de l'éducation. Pour moi, le point crucial, c'est l'éducation, qui manque énormément aujourd'hui à Madagascar. C'est vrai qu'il serait préférable qu'on ait un enseignement en malgache. Maintenant, qu'on apprenne les bases en malgache ou en français ou peu importe la langue, parce que même si on parle malgache uniquement, je crois qu'on arrivera à s'ouvrir sur le monde si on arrive à se comprendre nous-mêmes. Les Malgaches ont besoin de se comprendre eux-mêmes, c'est sans doute vrai de toutes les populations. C'est vrai aussi des Mauriciens, Barlène Piamotou ? Oui, à mon avis, des Français aussi. Oui, je pense aussi. Comment est-ce que vous définiriez les relations actuelles entre Madagascar et l'île Maurice ? À mon avis, il n'y en a pas beaucoup et c'est bien dommage parce que les trois îles, Madagascar, entre autres, Madagascar, Réunion et Maurice, devraient développer autre chose que île vanille pour le tourisme, quoi. Donc, voilà. Et justement, j'ai parlé tout à l'heure d'île sœur, parce que c'est l'expression consacrée entre la Réunion et Maurice. Cette sororité, vous la ressentez véritablement ? Enfin, moi, je la ressens parce que je vais souvent à La Réunion, etc. Mais il y a toujours une sorte de rivalité entre Réunionnais et Mauriciens. Les Mauriciens, quelquefois, disent du mal des Réunionnais parce qu'ils ont les allocations chômage qu'il n'y a pas à Maurice, et les Réunionnais peuvent dire des Mauriciens que ce sont des businessmen, etc., etc. Mais je trouve que c'est secondaire. Avez-vous écrit, comme son nom l'indique, L'île aux poissons venimeux, un roman insulaire qui pourrait être transposé dans d'autres îles, qu'elles soient alors dans l'océan Indien, dans le Pacifique ou dans l'Atlantique ? Est-ce que c'est profondément insulaire, votre livre ? Non, je pense que on peut raconter cette histoire en Russie ou ailleurs. On termine avec le Speak French de Jean-Marie Chazot, qui nous ramène non pas en Russie, mais chez vous. À Maurice, le français est l'une des 3 langues pratiquées avec le créole mauricien et l'anglais, comme en témoigne cette publicité pour un lait en poudre au nom british Snowy. Mais qui fait, Bolfin ? Mais à cause moi pas une goutte ça dit les Snowy là avant. Snowy. Pour le bonheur et la santé de ma famille. Maurice est déjà un prénom français, même si à l'origine c'est pour honorer un prince hollandais, Maurice de Nassau, que l'île fut ainsi baptisée, devenue à la fin du XVIe siècle une escale sur la route des Indes hollandaises. Mais les Néerlandais n'ont guère marqué la toponymie locale, et quand on regarde la carte de Maurice, c'est l'abondance de noms de lieux français qui saute aux yeux, l'île ayant été occupée pendant 100 ans par les Français, de Ripaille à Pamplemousse, de Curpipe à Flic-en-Flac, de Bois-Chéry à Trou d'eau douce. La liste des communes mauriciennes est plutôt savoureuse aux oreilles d'un francophone. D'où viennent, Barlène Piamotou, tous ces noms de communes très imagées ? Il a un petit peu tort, votre ami. Par exemple, Flac vient du hollandais qui veut dire plat. Oui, mais il parle de Flic-en-Flac, parce qu'il y a le « en » qui est français au milieu. Oui. Mais il y a quand même quelques noms. Plaine Willems, par exemple, c'est le nom d'un Hollandais qui s'était installé là-bas. Mais il y a surtout des noms français, ça va de soi. Mais ce qui est drôle à l'île Maurice, quelquefois vous avez Richenau, un petit village, et à 2 kilomètres, vous avez un autre village qui s'appelle Mont-Désert. C'est étrange. Oui, donc les choses changent vite. Vous habitez Trou d'eau douce parce que c'était une espèce d'oasis à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Pour les marins, l'eau douce était très très importante, et les Hollandais ont débarqué à Trou d'eau douce parce qu'il y avait des forêts d'ébène, et ils ont d'ailleurs à Trou d'eau douce il y a un puits qu'on appelle puits hollandais.
Est-ce qu'il existe l'équivalent du côté anglophone de ces noms qui veulent dire quelque chose? Goodlands, par exemple, bonne terre, puis il y a d'autres noms, il y a même des noms indiens comme l'Almaty, j'ai oublié la signification, je sais que l'al veut dire rouge, mais voilà, il y a des noms, mais la plupart des noms et la plupart des mots créoles viennent du français, ça c'est une certitude. Et alors, ces noms, ils intriguent tellement que ça va bientôt être l'objet d'un livre. Tout à fait, il y a Nicolas Cavaillès qui avait obtenu le prix Goncourt de la nouvelle en 2015, je crois pour son livre sur François Legat, et qui va publier un livre en février, aux éditions du Sonneur, et qui parle de ces lieux. Barlène Piamotou, vous savez, par les temps qui courent, les racines ont beaucoup d'importance. Je n'ai pas l'impression que vous soyez si obsédé de vos racines indiennes. Absolument pas. Ni de mes racines. C'est important, les racines, bien sûr, mais... Vous ne retournez jamais, par exemple, sur la terre des ancêtres? Non, jamais je ne suis allé en Inde. Jamais vous n'en avez eu la curiosité? Non, il y a des choses en Inde qui me déplaisent, donc je n'y mets pas les pieds. Et jamais personne ne vous a dit, comme vous avez dit à Leclésio, il faudrait aller voir quand même sur place ce qui vous relie à cet endroit-là? C'est étrange, je suis davantage attiré par les États-Unis que par l'Inde. Comment ça se fait, je ne sais pas. Merci beaucoup, Barlène Piamotou. Nous recommandons chaudement votre dernier roman, L'île aux poissons venimeux, aux éditions de l'Olivier. Merci également à Corinne Alexia-Dabo, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot et Denis Dégout.